Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles du 19 octobre 2020. Aujourd'hui ou cette semaine, encore une fois, je vous fais un bref, 4 nouvelles à propos de 4 sujets qui sont importants pour moi. Le premier sujet étant, une nouvelle technologique, de manière générale. Ensuite, une nouvelle à propos du gaming, qui est assez, on pourrait dire, ces temps-ci relativement tranquille. Et ensuite, une petite nouvelle à propos du web ou du développement web, là, développement logiciel. Et finalement, une petite nouvelle à propos d'une bonne nouvelle que j'ai entendue en quelque part qui m'a fait sourire puis m'a redonné espoir en l'humanité. Donc, je vais commencer par ma première petite nouvelle, une nouvelle qui, dans le fond, là, a quand même été assez jasée sur le web. Certaines personnes connaissent absolument pas Monsieur Alexis Cossette-Trudel, d'autres personnes connaissent le personnage. Moi, personnellement, pour faire une petite histoire, quand la pandémie a commencé, moi, je lisais beaucoup, sur Reddit à propos de la COVID, puis je voyais la vague s'en venir, je voyais tout ce qui arrivait de la Chine. Je lisais beaucoup un petit peu partout et c'est sûr aussi que j'ai commencé à regarder aussi, des nouvelles un peu alternatives pour voir un petit peu l'envers du décor. Je suis tombé sur des chaînes YouTube comme Le Studio, OK? Je vous encourage pas à aller écouter cette, chaîne-là et je suis aussi tombé sur Alexis Cossette-Trudel dont, sa chaîne YouTube s'appelait Radio Québec. Bon, si vous avez entendu parler de cette nouvelle-là, ben, vous avez sûrement entendu un petit peu précédemment que, Alexis Cossette-Trudel s'est fait bannir de Facebook. OK, v'là peut-être 2 semaines environ et là, la nouvelle de cette semaine, c'est dans le fond que ce cher monsieur s'est fait bannir de maintenant de YouTube aussi, qui était fort probablement la plateforme que les gens le regardaient le plus. Bon. Qui est ce personnage? Ben, c'est communément une personne qui est communément appelée conspirationniste, OK? Donc, quelqu'un qui propage des fausses informations, des fausses nouvelles. Il y a beaucoup d'adeptes. Moi, j'imagine qu'en parlant de lui, j'ai pas un reach, j'ai pas une portée assez grande pour que j'aie quelqu'un qui vienne me blaster sur ma chaîne YouTube, mais cette personne-là, faisait beaucoup la promotion d'un paquet de choses qui sont, bon, des fausses nouvelles ou des choses qui sont, on pourrait dire, pas correctes au niveau de des informations qu'on a au niveau médical. Donc, le genre de truc qui faisait la promotion, ben, c'est sûr que c'est un pro-Trump et il est adepte des conspirations de QAnon, OK? Puis ça, c'est souvent on ridiculise un petit peu ces conspirations-là en disant que, c'est extrême, mais ce gars-là a été dans ces extrêmes-là. Donc, toutes les conspirations du type, les pédosatanistes, mondialistes qui veulent, contrôler, les États-Unis et le monde, Heu, donc ça, c'est les théories principales de QAnon, là, pour ceux qui ne connaissaient pas ça. Ben, lui, c'est un adepte de ces théories-là et en parle beaucoup. Donc, dans son langage, là, Trump est un sauveur et il va amener, dans le fond, le remède qui va guérir, de la pandémie et selon lui, ben, la pandémie, c'est une fausse pandémie, c'est pas vrai. Bon, lui, amène des arguments, il amène des faits. Il dit qu'il est pas attaquable sur les faits, mais il amène souvent des points qui finissent par se transformer. Je vous donne un petit exemple de son discours. Au départ, il disait que Trump allait arriver avec l'hydrochloroquine et qu'il allait distribuer ça à tout le monde puis qu'il allait sauver les États-Unis avec ça. Ben, son discours a changé parce que Trump a commencé à parler du vaccin et il a dit ben, le vaccin va arriver en novembre et il va sauver tout le monde. Fait que là, il a changé son discours, il a dit: «Ben là, finalement, Trump va arriver avec un vaccin» et finalement, il se retrouve à parler de Regeneron, qui est le, médicament que Trump a pris pour guérir. Fait que là, ça serait Regeneron qui serait donné à tout le monde et qui sauverait les États-Unis et Trump gagnerait les élections grâce à ça. Donc, on voit que son discours change constamment et dans le fond, là, maintenant, c'est comme prouver que Regeneron n'est pas non plus un médicament qui est totalement, sécuritaire, puis qui est totalement, qui va sauver tout le monde, là, tu sais. Trump, je pense qu'il s'en est bien sorti, mais moi je suis pas un spécialiste, là, mais je pense qu'il s'en est bien sorti parce qu'il y avait une armée de médecins qui s'occupaient de lui, puis qu'il y a eu, des soins assez exceptionnels, là. Pas nécessairement parce qu'il y a eu une pilule miracle,
Ça, c'est mon avis personnel, là, j'embarquerai pas, mais ce que je trouve intéressant, c'est tout le débat autour, est-ce que YouTube a le droit de fermer une chaîne ou de fermer, dans le fond, de censurer quelqu'un pour, à cause que la personne fait de la désinformation? Et personnellement, moi, je pense que ça soit Facebook ou que ça soit YouTube, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur plateforme, OK? Si, exemple, quelqu'un rentrerait dans un Walmart, OK, un magasin Walmart ou un Tim Hortons et qui commençait à, dire aux gens qu'il est conspirationniste, ici et ça, et que le propriétaire du Tim Hortons demandait à la personne de quitter parce qu'il est en train de promouvoir une fausse information ou quelque chose qui le déplaît, mais le propriétaire aurait le droit de sortir la personne dehors de son commerce. Parce que, dans le fond, il est propriétaire, puis il a le droit de laisser les personnes qui veut entrer dans son commerce. Bon, si on transpose ça, en numérique, ben, dans le fond, les gens qui sont sur la plateforme, faut voir que Facebook et YouTube, c'est des entreprises. C'est des entreprises qui ont le droit de mettre les politiques qu'ils veulent et c'est nous, en tant que clients ou en tant qu'utilisateurs, qu'on peut dire: «Ben, moi, je suis d'accord ou pas avec cette politique-là», puis d'être sur la plateforme ou pas. Bon, moi, je suis beaucoup moins présent sur Facebook à cause des politiques de Facebook, mais quand je vois qu'ils sont et commence à prendre ça au sérieux, la désinformation, ben, je trouve ça intéressant. Moi, personnellement, je ne vois pas que c'est de la censure, je vois que on s'entend que la liberté d'expression, il y a comme une balance entre la liberté d'expression puis, ce qu'on peut dire, tu sais? Puis à un moment donné, quand cette liberté-là dépasse puis qu'elle devient dangereuse pour les gens, ben là, je pense que YouTube, que Google et Facebook font bien de mettre leur pied à terre et de dire: «C'est assez». Là, tout ce qui est QAnon, tout ce qui est, fausse information à propos de la pandémie, on enlève ça. Donc là, YouTube sont supposés de mettre vraiment leurs pieds à terre puis de couper, je pense que c'est quasiment 1800 chaînes YouTube qui parlent de QAnon dans les prochaines semaines. Fait que, je pense définitivement, c'est un bon mot. C'est sûr que, hein, on s'entend que après ça, c'est quoi la limite? C'est quoi qu'on peut considérer comme étant de la désinformation? C'est quoi? Mais je pense que, dans le fond, il y a un certain droit. Puis si on se fait bannir et de manière illégitime, il y a eu un cas sur Twitch là, de Dr. Disrespect là, qui s'est fait bannir de Twitch sans raison. Ben, c'est aussi nous, en tant qu'utilisateurs, de dire, ben, regarde, Twitch fait des décisions de clown, ben, moi, je vais plus sur cette plateforme-là. Tu sais? Fait que c'est un peu notre moyen de veto aussi, là. Fait qu'on peut pas forcer une entreprise privée à dans le fond, laisser faire n'importe quoi sur sa plateforme parce qu'il y a quand même la propriétaire. Mais c'est nous aussi, en tant qu'utilisateurs, de dire, ben, regarde, non, là, c'est assez. Fait que ça, c'est un peu un débat, hein. Je sais qu'il y en a peut-être qui n'auront pas la même opinion que moi, mais vous pouvez débattre, là. Vous pouvez écrire vos commentaires, ça, je serais quand même intéressé de l'entendre. Ma deuxième petite nouvelle, ben, au niveau des jeux vidéo, hein, on s'entend, les nouvelles consoles s'en viennent. Et il n'y avait pas de nouvelles si intenses que ça, là, cette semaine. On pourrait dire qu'il n'y a pas eu de gros, débats ou de grosses nouvelles intenses, mais il y a beaucoup de nouveaux jeux qui s'en viennent d'ici la fin de l'année. Puis j'avais le goût de vous parler un petit peu des jeux que moi j'attends, puis j'ai vraiment hâte d'avoir d'ici la fin de l'année. Donc, je vous avais parlé la semaine passée de la Early Access de Baldur's Gate 3. Je voulais vous en parler aussi parce que j'aimais beaucoup l'entreprise, puis bon, fait que dans le fond, là, j'en ai parlé un petit peu plus intensivement, mais il y a quand même d'autres jeux qui s'en viennent au mois d'octobre, novembre, décembre, puis je voulais en parler parce que c'est des jeux que j'attends, puis aussi, ben, vous parler un petit peu d'entreprise que je trouve intéressante aussi. Donc, le premier jeu que j'attends avec impatience, qui est de la compagnie Ubisoft, c'est Watch Dogs Legion. OK? Si vous connaissez un petit peu le setup de Watch Dogs, ben, c'est un jeu où est-ce qu'on peut pirater un paquet de choses. Et là, ce que je trouve intéressant de Legion, c'est qu'il va amener un concept un petit peu plus de monde ouvert, avec plus de possibilités que juste du hacking. On va pouvoir personnifier un paquet de personnages, puis dans le fond, y aller un petit peu de manière brute ou de manière subtile, ou avec encore le hacking. Bref, il semble avoir beaucoup de possibilités dans ce jeu-là, puis j'ai vraiment hâte de voir le monde qui va être Londres. En tout cas, ça va être un peu intense. Ça va se passer dans la ville de Londres.
Donc ça, c'est un des jeux que j'attends beaucoup. Ensuite, un autre jeu que j'attends, ben, c'est Assassin's Creed Valhalla, qui est le prochain Assassin's Creed. Moi, personnellement, même s'il y en a qui ont beaucoup critiqué le dernier Assassin's Creed Odyssey, moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai tout aimé les différents types d'Assassin's Creed. Ils ont tout un petit quelque chose. Il y en a que j'ai jamais essayé. Black Flag, je ne l'ai pas essayé. Mais les autres, je les ai quand même aimés. Puis je trouve ça le fun qui change un petit peu la formule, puis qui dynamise ça. C'est sûr qu'il y en a qui trouve ça un peu ridicule qu'un assassin puisse pas assassiner certains personnages dans le jeu, même si on est extrêmement fort et qu'on est supposé être des assassins. Ben, ça amène une dynamique et un gameplay différent. Fait que Origin puis Odyssey est un petit peu différent là-dessus. Valhalla va amener certains concepts qui sont vraiment différents, comme on va pouvoir se bâtir un peu notre propre village. Puis là, c'est comme loin des Assassin's Creed. Puis on sait que des fois, Ubisoft va avoir un petit peu dans ces créneaux-là là, de gestion de ville, puis bon, des concepts comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup le setup viking. Donc, j'ai bien hâte de voir. Ma seule petite déception vraiment de cet Assassin's Creed-là, c'est qu'il y avait eu des rumeurs à l'époque que ça allait peut-être être un jeu co-op. Puis finalement, il n'y aura pas de mode co-op. Fait que ça, c'était ma petite déception, mais c'est vraiment un jeu que j'attends beaucoup. Là. J'ai hâte de voir l'histoire, puis j'ai hâte d'embarquer dans cet univers-là. Un autre jeu que j'attends beaucoup, ben, Cyberpunk 2077. J'en avais parlé dans une de mes nouvelles, comme quoi qui était en période de crunch puis, et tout, mais on s'entend que c'est un jeu qui se passe dans le futur, jeu de rôle, qui va amener ben, concept de choix multiples. On va pouvoir décider ce qu'on fait dans cet univers-là. Et bien sûr, il y a Keanu Reeves dedans aussi. Donc, j'attends vraiment beaucoup ce jeu-là. C'est CD Projekt Red qui fait le jeu. Donc, bien hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre comme jeu. Ça, c'est un de mes musts là, quand tu vas sortir au mois de novembre. Vraiment, là, je l'attends avec impatience. Ensuite, ben, il y a quand même deux jeux que j'ai un petit peu aussi sur mon radar, mais qui sont des jeux qui sont déjà sortis. Mais c'est les extensions de ces jeux-là. Il y a bien sûr, si vous êtes des amateurs de World of Warcraft, vous avez sûrement entendu parler de Shadowlands qui s'en vient, qui va être la nouvelle expansion. Ça fait quand même un bout là, qu'on roulait avec Battle for Azeroth, qui n'a pas été un grand succès, qui n'a pas été vraiment beaucoup aimé. Moi, personnellement, j'avais aimé mieux Légion, puis bon, j'ai joué à BFA, mais pas tant que ça. Et là arrive Shadowland qui amène une autre dynamique, puis pas mal de nouveautés, mais quelque chose de vraiment nouveau, c'est le concept de on se rend dans un univers où est-ce que on est comme après la mort. Hein? Donc, dans un univers au-delà de la mort, c'est ça un petit peu le Shadowland. C'est qu'on va voir des personnages qui sont décédés, on va voir des histoires, on va voir des factions qu'on connaissait pas. C'est que ça va vraiment nous emmener dans un autre univers. C'est à date, les critiques ont l'air super bonnes de cette extension-là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Et la deuxième extension que j'attends aussi, c'est Destiny 2. Moi et ma copine, on a commencé à jouer un petit peu à Destiny et dans le fond, l'expansion s'appelle Au-delà de la lumière et on va explorer des nouvelles zones, des nouvelles choses à faire. On va avoir un paquet de nouveaux exotiques, puis un paquet de missions, puis de trucs à faire. Donc, bien hâte de voir ça. Ça va sûrement me redonner le goût de ressauter dans l'aventure parce que j'avais beaucoup aimé l'autre expansion aussi de Destiny 2. Je me rappelle pas bien du nom, là, mais j'avais trouvé ça quand même super le fun, là, vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, bien hâte de voir ça. Ça sort bientôt aussi. Je pense que c'est le 10 novembre. Donc, dans moins d'un mois. Fait que je l'attends aussi. Il y a d'autres jeux qui vont sortir, là, c'est sûr, d'ici Noël, avec les nouvelles consoles. Bon. Mais là, c'est sûr que j'attends le plus. Là, que c'est pas mal sûr qu'ils vont voir la couleur de mon argent. Sinon, ben, les autres, on va y aller. Tu sais, il y a des jeux que c'est des nouvelles licences. Donc, je reste un petit peu quand même conservateur, puis je vais regarder les commentaires avant de faire l'achat, là. C'est sûr, sûr, sûr. On va leur laisser la chance. Fait que des jeux comme, mettons, Phoenix Rising, qui est un Zelda-like de Ubisoft, ben, je le watch de loin, je vais voir les critiques avant de l'acheter. Donc, c'était ma nouvelle à propos des jeux vidéo. Je ne sais pas, vous, de votre côté, quel jeu vous attendez. Vous pouvez me l'écrire aussi en commentaire. Et ma troisième nouvelle, ma nouvelle à propos du web. Bon, c'est pas tant une nouvelle qu'un article que j'ai lu sur le web qui parlait du stress que les gens en développement vivent. Euh, et dans le fond, pourquoi je me suis senti interpellé par cet article-là? Parce que
j'envie du stress. Moi, je pense que vous le savez, en tout cas, si vous le savez pas, maintenant vous le savez, je suis enseignant au cégep. Et ben, moi, je vis un stress là, dans le fond, de conception de mes cours, de donner mes cours. Bon, une espèce de petit stress qu'on vit là, en faisant ce genre de métier-là. Mais je l'ai vécu, le stress de développeur, et j'ai vécu les deadlines, j'ai vécu les projets serrés, j'ai vécu l'espèce de stress qu'on peut vivre en étant développeur. Puis j'ai trouvé l'article intéressant parce que euh, il met pas de gants blancs sur, puis il met pas de lunettes roses sur le métier de développeur et il parle assez franchement de ce qu'est le domaine, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que moi aussi, quand je parle du domaine, je dis que c'est un domaine qui est vraiment le fun, qui est vraiment motivant, puis je veux dire, j'ai toujours aimé le domaine du développement web, sauf que on s'entend qu'il y a quand même des choses qui peuvent nous stresser dans le domaine, et ben là, son premier constat, c'est de dire que souvent, on va travailler hein, des 10-12 heures par jour, puis même parfois les week-ends, puis on va se mettre beaucoup de pression, puis là, je parle même pas du domaine du jeu vidéo. Je parle juste du domaine du web, qui est plus mon domaine que je connais, mais on s'entend que dans le domaine du jeu vidéo, c'est encore pire. Moi, je travaillais comme concepteur web dans une université. Fait que je faisais mon 37 heures, puis je dépassais pas ça. Donc, des journées de 10-12 heures, ça m'arrivait pas. Mais il y avait quand même un certain stress, puis il y avait des projets qu'on avait à emmener. Et des fois aussi, le stress, faut pas se le nier, des fois, le stress, c'est nous-mêmes qui se le donne. Tu sais. Stress de performance, puis bon. C'est pas toujours les projets ou c'est pas toujours nos boss qui nous donnent le stress, des fois, c'est nous autres mêmes qui nous le gênent. Fait que ça, c'est un des premiers petits constats qui amène. Puis lui, il dit après ça, ben, peut-être amener certaines pistes de solutions. Bon. Dans les pistes de solutions, ben, c'est sûr que d'aller chercher du support social, c'est une des premières pistes. D'être capable de verbaliser puis d'expliquer ce qui nous stresse dans notre métier. Au départ, il dit ça peut être intéressant d'en parler avec ben, ses pairs, avec sa famille, avec ses proches, avec des amis. Fait que ça peut déjà être quelque chose à envisager. Puis tu sais, sans toujours parler en négatif de notre job, mais tu sais, d'être capable de mettre des mots sur ce qui nous stresse et tout, ça, c'est déjà un bon exercice. Tu sais. Après ça, ben, d'être capable de commencer à en parler avec ses pairs, ses collègues, et le plus dur, c'est d'être capable d'en parler avec ses boss, ses superviseurs et tout et tout. Moi, je vous le dis, j'ai été chanceux. À l'UQAM, j'ai eu des superviseurs qui étaient vraiment super. J'ai eu des gestionnaires de projets que, oui, il y avait des lacunes, oui, il y avait certaines problématiques, mais quand j'allais jaser avec eux autres, il y avait quand même une espèce de forme d'écoute, puis ils comprenaient un petit peu, puis ils m'amenaient certaines pistes de solutions, puis certaines, dans le fond, des questionnements, des choses comme ça. C'est que ça, vraiment, ça a été un must. Ça, c'est sûr que, bon, l'auteur de l'article semble dire, ben, si vous n'avez pas d'écoute au niveau de vos managers par rapport à ça, ben, vous êtes aussi bien de laisser votre emploi. Je le sais que c'est pas toujours facile de faire ça. Puis on n'est pas toujours capable de le faire. On n'est pas toujours dans une situation où c'est faisable de le faire, mais je pense que si vous n'avez pas d'écoute à ce niveau-là de vos boss, c'est problématique. Je vous dis pas que vos boss vont dire oui à tout ce que vous allez dire puis que vous avez raison. Qu'il y a une part de choses que c'est de l'interprétation puis c'est notre vision personnelle. Mais d'avoir une écoute puis d'avoir une oreille, d'avoir certaines ouvertures, je pense qu'il faut, hein, pour être un bon manager puis un bon leader d'équipe. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, d'être capable de le verbaliser, mais c'est sûr aussi, après ça, ben, d'être potentiellement capable d'aller chercher de l'aide psychologique. Fait que ça, là, si vous voyez que vous n'avez pas tous les outils, puis des fois, on n'est pas capable, là, en tant que juste une personne, d'avoir tous les outils, ben, d'aller chercher de l'aide professionnelle. Ça peut être des psychologues, ça peut être des psychothérapeutes, ça peut être un paquet de gens là, qui s'y connaissent dans ce genre de problématiques-là, de la gestion de stress, et voir avec eux ce qu'on peut faire. Un autre truc aussi, mais ça, encore là, au niveau des psychologues, des psychothérapeutes, ce qui nous amène souvent à faire, ces personnes-là, c'est de l'introspection. Fait que ça, c'est sûr que d'être capable de faire un petit peu d'introspection, puis de voir c'est quoi qui nous cause notre stress. OK? On est stressé, on vit cette émotion-là, ben, qu'est-ce qui cause ça? Et quand on fait notre introspection, ben, tranquillement, pas vite, pour commencer à voir nos patterns, voir ce qui nous stresse, puis voir un petit peu aussi dans le fond, il y a 2 situations. Il y a les situations qu'on peut contrôler, puis les situations qu'on peut pas contrôler.
OK? Les situations qu'on contrôle, puis là, la personne l'explique quand même super bien dans l'article, les situations qu'on contrôle, ben, c'est assez, on pourrait dire, facile de se trouver des stratégies pour améliorer. Tu sais, améliorer nos performances, améliorer, quelque chose qu'on connaît pas, d'aller chercher, bon, c'est que ça demande d'être, si on est professionnel dans le domaine, d'aller chercher des outils, puis d'aller, bon, ce qui est souvent stressant, puis ce qui cause anxiété, c'est l'inconnu, OK? Donc l'inconnu, c'est ce qui nous stresse le plus et c'est souvent ce qu'on n'a pas de contrôle. Fait que quand on n'a pas de contrôle, ce qu'on peut faire, OK, pour développer une espèce de forme de contrôle ou de comprendre qu'on n'a pas le contrôle sur certaines choses, ben, ce qui est suggéré dans l'article, puis moi je l'ai expérimenté, là, ben, c'est de faire de la méditation. Bon, ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas tout le monde qui le font, c'est pas tout le monde qui l'essaye, mais ça peut être un bon outil pour comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, puis de voir comment qu'on peut laisser aller cette espèce d'inconfort vers l'inconnu, là. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qui je pense, qui est quand même une piste, OK? Une autre chose aussi, ça, je vous il en parle dans l'article, mais je suis aussi honnête, en l'expliquant, c'est l'espèce aussi de côté, dans le fond, on est devant une situation qui nous stresse, on n'a pas tant de contrôle dessus, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'évitement, OK? Puis en faisant de l'évitement, on va essayer de trouver, des stratégies d'évitement et ces stratégies d'évitement-là vont souvent nous amener à avoir des comportements compulsifs. Fait que les comportements compulsifs, je pense que tous les êtres humains en ont, OK? Je pense qu'il y a pas d'êtres humains qui ont pas une stratégie d'évasion ou plusieurs. Je pense que l'important, c'est connaître laquelle on a un petit faible. Fait que personnellement, moi, ça a été l'alcool puis les jeux vidéo. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être la drogue et le sexe. Bon, on en a toutes une ou l'autre ou plusieurs. Bref, on a des comportements qui sont néfastes et ces comportements-là, dans le fond, nous aident pas. On les a parce qu'on essaie de prendre le contrôle sur quelque chose d'incontrôlable, puis en faisant ces comportements-là, ben, ça nous redonne un petit sentiment de contrôle, ça nous redonne du plaisir, puis ça fait en sorte qu'on tasse des choses qui... C'est que ça, là, c'est quelque chose qu'il faut avoir d'introspection. C'est une des raisons pourquoi, personnellement, ben, j'ai arrêté ma consommation d'alcool. Parce que on veut diminuer le stress en buvant, hein, on veut, évacuer ça, mais l'alcool rend anxieux, tu sais? C'est un anxiogène. Donc, c'est une espèce de spirale, on pourrait dire, une s c'est une roue, c'est une roue puis qui est assez négative. C'est que ça, faut prendre conscience de ça. Puis aussi, ben là, après ça, là, l'article nous dit qu'il y a plein de bonnes habitudes qu'on peut prendre pour, pallier au stress, là. Puis on les connaît toutes, hein. Bien manger, mieux dormir, faire de l'exercice, mais c'est toutes des affaires qui sont vraies, tu sais. Si on le fait, moi, je le sais que diminuer ma consommation de sucre, ça a définitivement un impact sur mon stress et mon anxiété. Le niveau, il est plus bas. Moins consommer de café aussi, définitivement un impact. Fait que des fois, c'est pas évident de mettre le doigt là-dessus. Puis je vous le dis, ça peut prendre des fois 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais si vous mettez le doigt sur ce qui vous crée le plus de stress, puis vous amène le plus d'anxiété, c'est déjà un gros pas, hein, pour régler ça. Fait qu'après ça, là, moi, je vous ai parlé du stress en étant développeur web, mais ça peut toucher n'importe quel domaine. C'est juste que des fois, on a tendance à penser que d'être devant un écran d'ordinateur puis de faire un projet web, ça amènera pas de stress, mais non. Tu sais, il y a quand même la possibilité de stress, puis il y a quand même un risque de ce côté-là. Donc, c'était ma 3e petite nouvelle qui parlait de sujet, là, d'un sujet qui est assez commun dans mon domaine, qui est le stress au travail. Ma dernière petite nouvelle, qui est une bonne nouvelle, là, je la raconte quand même assez rapidement, là. C'est un jeune de 12 ans, canadien, de Calgary, là, en Alberta. Puis si vous connaissez un petit peu l'Alberta, vous savez, sûrement que c'est un peu le pays des dinosaures. C'est comme, une des provinces qui a le plus de dinosaures. Ils ont fait beaucoup de découvertes, là-bas. Et c'est un jeune de 12 ans qui se promenait, faisait du hiking, là, dans le fond, là, un petit peu d'escalade en montagne avec son père. Et qu'à un moment donné, il a vu comme une espèce de bout d'os dépasser.
Ouais, OK, c'est quoi ça, tu sais? Puis là, il a été le gratter, il a été le déterrer. Puis bon, moi, je me rappelle à 12 ans, j'étais passionné de dinosaures. Ben, mon rêve, on pourrait dire un peu de jeunesse, il est arrivé. Il a mis la main sur un os de dinosaure qui était vieux de 69 millions d'années. OK? Là, lui, il a vu l'os, il s'est dit, ben, je vais dire avec son père, il s'est dit, ben, c'est peut-être un os de dinosaure, mais tu sais, oui, c'était assez gros. Il l'a pris en photo, puis il l'a envoyé à un paléontologue, François Terrier. Donc, il y a vraiment un nom québécois, là. Si c'était son nom là-bas, là. En tout cas, il y a un nom francophone. Il a envoyé ça à ce paléontologue-là, puis il a dit oui, effectivement, là, c'est un os de androsaure. C'est une espèce de hadrosaure. C'est une espèce de dinosaure que je ne connais pas. Je les connaissais quasiment toutes par cœur quand j'étais jeune. Mais c'est un os de jeune hadrosaure. Et quand il a vu ça, ben, ils ont été chercher l'os, ils ont fait des évaluations. Ben oui, parfait, 69 millions d'années l'os. Ils ont découvert plein d'autres os, une trentaine, de 30 à 50 os dans ce coin-là. Et découverte assez majeure parce que ça l'a euh, rempli un trou historique parce que, dans le fond, il n'y avait pas encore trouvé de dinosaures de 69 millions d'années. Dans le fond, ils ont trouvé des os d'un paquet d'années. Puis là, cette période-là, il n'y en avait pas. Ben là, paf, il y en a. Donc, ça a été quand même une super de belle découverte pour lui, hein, c'est le fun. Je ne sais pas si le jeune va s'en aller en paléontologie, mais ça l'a fait assez triper pour que ça éveille une espèce de passion chez lui. Donc, j'ai trouvé ça super le fun à lire. Et dans le fond, le scientifique qui a crédité la nouvelle, là, M. Perrier, a dit que, ben, tu sais, ça, je trouve que c'est un peu la phrase qui pourrait conclure un petit peu mes nouvelles de cette semaine. Il a dit dans le fond, là, pour bien le paraphraser, là, on peut jamais savoir qu'une chose insignifiante pour nous peut être une découverte significative. T'sais. Fait que dans le fond, là, c'est pour dire un petit peu que on, on peut penser que quelque chose est insignifiant dans notre vie, mais qu'au final, c'est quelque chose d'important, puis que ça a une valeur. C'est que ça, dans le fond, ça peut s'approprier à n'importe quoi dans nos vies, là, mais dans le fond, c'est de pas rien prendre pour acquis, puis de se poser des questions, puis de rester quand même vigilant, puis de rester critique par rapport à ce qu'on découvre. Fait qu'il s'essaye un os de dinosaure, qui s'essaye essayer de découvrir qu'est-ce qui nous cause notre anxiété. Bon, ça tourne tout un peu autour de ça. Fait que dans le fond, de rester à l'écoute, puis vigilant par rapport à ça. Donc, c'était ma bonne petite nouvelle. Je trouvais ça cute, là, cette découverte-là, puis je voulais vous la partager avec vous. Donc, ça met fin à mes nouvelles de cette semaine. Dans le fond, si vous avez des commentaires, critiques, si vous êtes conspirationniste, passez votre tour. Non, mais écoutez, donnez-moi des petits commentaires par rapport à ce que vous pensez. Puis on se dit bonne semaine, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.